Voilà, donc dernière vidéo sur l'analyse des résultats de la première promo de candidat Tessia, comparaison des résultats au Tessia de ces élèves avec leurs résultats au concours et notamment de plusieurs écoles qui sont citées dans le document, puisque vous avez des informations sur l'École normale supérieure de Paris, sur l'École polytechnique, sur Centrale Supélec, information partielle, et sur l'École des Ponts. Alors cette vidéo, elle, s'adresse directement aux recruteurs qui sont chargés d'examiner les dossiers de candidature, que ce soit sur Parcoursup ou pour des écoles qui recrutent en dehors ce système. Et on va analyser ensemble ce qui vous concerne un peu plus directement dans le document. Donc on va pas rentrer dans le détail des tableaux bruts de résultats, ni de la façon dont ils ont été constitués. Je vais principalement dans cette vidéo m'attarder sur deux parties de l'étude. La première, c'est la comparaison avec les Olympiades nationales de mathématiques en classe de première. Et la deuxième partie de la vidéo est plus directement consacrée à vous donner une façon de comparer votre performance comme recruteur avec celle du Tessia. Un des problèmes centraux, bien sûr, c'est de savoir à quel point le Tessia est un bon indicateur de performance future dans l'enseignement supérieur, et notamment en mathématiques, puisque le Tessia est un test de mathématiques. Donc quoi de mieux que de le confronter aux écoles où les mathématiques jouent le rôle le plus central pour l'admission, c'est-à-dire les écoles normales supérieures, et plus particulièrement l'École normale supérieure de Paris, et plus particulièrement les filières MP et MPI. Même si en plus on a considéré les filières PC et PSI dans l'étude. Alors ce qu'on a fait bien sûr, c'est de pointer les anciens candidats Tessia sur ces listes, avec un tout petit risque d'homonymie. Alors on a fait un classement fondé sur la somme des deux notes au Tessia, et pour départager les ex-aequo, on a donné la priorité à ceux qui avaient la meilleure note à la deuxième épreuve du Tessia, puisqu'elle est censée repérer un peu plus spécifiquement les élèves qui se destinent aux études où il y a le plus de mathématiques, même si prise seule, elle est moins performante que la somme des deux notes. Et donc avec ce score, on a en plus donné un classement virtuel Tessia, qui n'a pas été fourni aux candidats quand ils ont eu leurs résultats. Et enfin, à l'intérieur de ce classement, on repère ceux qui figurent sur l'une des listes d'admis, liste principale ou complémentaire, que l'élève ait intégré ou ait pu intégrer ou non l'école. Voilà, donc par exemple, vous pouvez voir qu'en filière MP, parmi ceux qui avaient passé le Tessia, tous ceux qui ont été classés à Normal Sup étaient dans les 100 premiers au Tessia, sauf un, qui était entre 100e et 200e. Voilà, et vous voyez une concentration très forte de ces reçus dans les 50 premiers également. Alors bien sûr, bon, ça ce sont des données dans l'absolu. Bien sûr, le Tessia est un indicateur imparfait de la réussite future. Ça c'est absolument normal. Et donc, ce qu'on doit essayer de mesurer, c'est la performance relative par rapport à d'autres outils. Donc pour mesurer cette performance relative, on l'a confronté à l'outil le plus proche connu, conceptuellement, qui sont les Olympiades de mathématiques de première, qui sont passées par à peu près 25 000 élèves par an en classe de première, dans toute la France. Alors ces Olympiades nationales, on a pris la partie nationale, parce que la partie académique, ils ont tous des sujets différents, il y a des modes de notation qui sont variables d'une académie à l'autre, donc c'est très difficile de tirer des enseignements. Alors, la partie nationale, en 2021, année de la génération qui a passé le Tessia en 2022, elle a récompensé 75 candidats, une quinzaine de médailles d'or, une vingtaine de médailles d'argent, puis de bronze et quelques mentions pour les derniers candidats. Donc ils sont répartis dans quatre zones, et on peut faire le même travail que pour le Tessia, c'est-à-dire repérer combien il y a de médailles d'or qui figurent sur une liste d'admis à Normal Sup 3 ans plus tard, puisqu'ils doivent passer l'année de terminale puis les 2 années de classe préparatoire. Alors on a aussi regardé 1 an plus tôt, enfin 2 ans plus tard, on a aussi regardé les concours 2023, puisque l'un des médaillés d'or très brillants a intégré la rue d'Ulm dès sa première année de classe préparatoire. Voilà, et on a fait la même chose pour bien sûr les médailles d'argent, les médailles de bronze et les mentions. Et maintenant, ce qui était intéressant, c'était de comparer
à ce qui se passe avec le Tessia. Il y avait un problème méthodologique qui est que pour comparer la performance du Tessia avec celle des Olympiades, il ne suffit pas de dire, bon, moi je vais prendre j'ai 15 médailles d'or, donc je vais prendre les 15 premiers au Tessia, puis j'ai 22 médailles d'argent, je prends les 22 suivants au Tessia, etc. Mais ça c'est idiot, pour une raison extrêmement simple, c'est que la masse de candidats aux Olympiades est bien supérieure à la masse de candidats au Tessia. Et oui. Alors, il fallait essayer de dimensionner, rééchelonner correctement Tessia par rapport aux Olympiades. Alors, après consultation de divers connaisseurs, on est arrivé à l'estimation qu'au moins la moitié des futurs reçus à Normal Sup, et pour une proportion plus importante encore dans les filières MP et MPI, au moins la moitié de ces élèves-là avaient passé les Olympiades en classe de première. Voilà, c'est une approximation très conservatrice, on pourrait dire. Et c'est peut-être plus. Donc, on a confronté ça à la proportion que nous on connaît de candidats au Tessia qui figurent sur ces listes de Normal Sup et qui est un peu moins d'un sixième des admis, et c'est un peu plus concentré dans les filières MP et MPI aussi. Et donc, avec ces données, ces estimations, on peut estimer qu'il y a 3 fois plus aux Olympiades de candidats, même dans les hautes tranches de candidature qu'au Tessia. Donc avec ça, les 15 premiers des Olympiades, c'est-à-dire les 15 médaillés d'or, doivent être confrontés aux 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5 premiers du Tessia, puis on fait un rapport de 1 à 3 sur toutes les zones, et on regarde après zone par zone ce que ça donne. Donc voilà, en gros, c'est les 20. Ça veut dire qu'on va comparer les 25 meilleurs du Tessia aux 75 médaillés nationaux. Et on va regarder pour chacune des tranches quel test a été le plus performant, quel test a repéré à l'avance la plus grande proportion de futurs classés à Normal Sup. Alors il y a un dernier désavantage du Tessia qu'on n'a pas cherché à corriger, on s'est mis un peu systématiquement dans la situation de ne pas se donner le beau rôle, c'était très important, c'est qu'on s'est aperçu par exemple qu'il y avait 0 médaillé d'or qui avait passé la première édition du Tessia. Alors c'est pas normal, tous ces médaillés d'or, ils avaient une belle breloque, et un laissez-passer quasi direct pour quasiment toutes les formations qu'ils voulaient intégrer. Donc quel bénéfice pouvait-il tirer d'aller passer le Tessia à part passer un bon moment et se confronter à des problèmes de maths? Du point de vue de leur admission dans des formations de haut niveau, n'en voyait sans doute pas l'intérêt. En revanche, on commence à retrouver en nombre des anciens candidats Tessia dans les médailles d'argent, de bronze, etc. Alors les résultats de l'étude, vous pouvez les lire, ils sont sans appel. Dans toutes les catégories, Tessia était plus performant, et nettement plus performant dans toutes les catégories. Catégorie équivalente médaille d'or, les 5 premiers, catégorie équivalente médaille d'argent, etc., etc., etc. Alors bon, c'est une étude sur une année, c'est quand même très instructif, et bien sûr, il ne faut pas oublier les avantages que Tessia est structurellement avantagé pour produire ces résultats. C'est normal. Donc, quels sont les avantages structurels? Le premier avantage évident, c'est que Tessia se passe en classe de terminale. Donc avec 1 an de maturité mathématique supplémentaire, et c'est l'année où ils vont faire le plus de mathématiques de leur scolarité jusqu'à ce niveau-là, puisque quand ils prennent la spécialité mathématique, qui est indispensable pour passer le Tessia, ces élèves ont 6 heures de mathématiques par semaine, contre 4 en classe de première, voire jusqu'à 9 s'ils ont en plus l'option maths expert, ce qu'on leur recommande. Et puis il y a un autre avantage, c'est que Tessia dure 3 heures, alors que les Olympiades, la partie nationale de l'épreuve ne dure que 2 heures. Donc évidemment, plus l'épreuve est longue, plus vous multipliez les exercices, plus vous sortez le signal sous le bruit. Et donc avec 3 heures d'épreuve, Tessia est structurellement mieux adapté pour repérer des candidats brillants. En revanche, il y a un avantage des Olympiades, c'est qu'elles sont sur un format un peu plus traditionnel, même si Tessia a conservé des questions rédigées. Il y a
beaucoup d'exercices QCM au Tessia, mais ça respecte une forme d'exercice de mathématiques dans l'esprit, et puis en plus il y a ces questions rédigées dont on sait qu'elles sont assez déterminantes pour départager les meilleurs candidats. Voilà, donc étude à reproduire l'année suivante, mais ce qui est intéressant, c'est que les Olympiades sont quasiment le seul dispositif extrascolaire très couru et très répandu, et qui est utilisé de manière explicite et annoncé par un certain nombre de formations. Si vous en faites partie, et que vous vous interrogez sur la fiabilité du Tessia, là, une bonne partie des interrogations vont tomber. Alors maintenant, on va s'intéresser à au deuxième volet que je veux aborder aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez espérer tirer d'avoir beaucoup de candidats qui vous envoient leurs résultats Tessia, quand tirer, etc. Alors la première chose évidente qu'il faut dire, c'est que c'est simplement des épreuves de maths. Donc Tessia ne prétend pas juger de la qualité dans les autres disciplines, notamment littéraires, de vos candidats, et ne prétend absolument pas se substituer au reste du dossier. Au contraire, c'est un élément complémentaire, exactement comme les Olympiades, un élément complémentaire qui permet de beaucoup mieux cerner le niveau acquis et une partie du potentiel de vos candidats pour progresser dans le supérieur. Mais bien sûr, il ne faut pas suivre ça les yeux fermés, il faut regarder ça à l'intérieur d'un tout, et ce tout, c'est le dossier. Alors maintenant, on va essayer de vous proposer un petit exercice. On va vous faire un petit peu travailler. Alors vous avez peut-être eu très peu sur la première génération, très peu des candidats qui sont passés par vos classes qui ont passé le test. Donc, si vous avez 5 élèves, 6 élèves, comment est-ce que vous allez savoir si ça marche? Statistiquement, c'est très compliqué. C'est pas un exemple d'un élève qui a très bien performé alors qu'il avait un bon résultat au Tessia, ou au contraire, c'était inversé, vous ne comprenez pas, etc., qui va vous guider pour savoir si c'est efficace ou non. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la totalité de la cohorte et de plonger les mains dans les statistiques. Alors, le problème ensuite, c'est que, à nouveau, au Tessia, c'est une note de maths. Je confronte ça à des résultats de concours qui ne prennent pas que les maths en compte. Évidemment, l'idéal, ce serait de disposer des notes écrites, voire orales, c'est intéressant aussi, de mathématiques, à tous les concours de ces élèves-là. Néanmoins, si on va sur les écoles les plus sélectives, on va avoir un poids des maths suffisamment important pour que, certes, les autres disciplines rentrent en ligne de compte, mais on peut regarder peut considérer le signal obtenu intégration d'école comme une bonne approximation du niveau en maths acquis à la fin des années de classe préparatoire. Donc on va se livrer à une expérience inédite ensemble, si vous le voulez bien, c'est on va faire un petit match. D'un côté, vous avez le classement Parcoursup 2022 que vous avez réalisé. D'accord, vous avez certainement beaucoup de candidats. Et vous pouvez, avec ce classement, faire exactement la même chose que nous, c'est-à-dire aller repérer sur ces listes publiques, d'admis à Normal Sup et à Polytechnique. Et la méthodologie des candidats qu'on a repérés, elle est bien expliquée dans le document. Elle est interfilière, mais elle ne prend pas en compte tous les admis dans les filières PC, PSI, parce qu'ils ne sont pas forcément assimilables à des admis en MP, sur le niveau en maths, d'accord, sur les exigences en maths, donc on a décidé d'en prendre un peu moins, vous allez voir ça dans le document. Et donc vous pouvez faire un travail de repérage exactement comme nous, et ensuite regardez où ils sont situés dans le classement que vous leur avez attribué. Est-ce qu'ils sont bien concentrés dans la tête, etc. Où est-ce qu'ils sont? Ce qu'on vous a mis, c'est le nombre d'élèves qui se situent par tranche de 10 entre le premier classé et puis par exemple le 50e. Et on vous a mis quelle proportion vous avez de futurs classés à Polytechnique ou Normal Sup entre par exemple premier et 50e. Entre le premier et le 50e, quel pourcentage qui se retrouve sur ces listes, et en descendant par tranche, on s'arrête à peu près à la 350e place, je crois, parce qu'après il n'y a presque plus personne. Et puis on vous a aussi mis une deuxième donnée intéressante, c'est si vous regardez dans les 200 premiers, quelle est la proportion de ces 200 candidats-là au Tessia qui sont dans cette zone de performance au concours. Vous allez pouvoir faire les mêmes courbes que nous,
des belles courbes de concentration. Mettons qu'en 2022, votre dernier admis, alors hors gestion des désistements, mettons, parce que ça fait souvent tomber la barre, et puis hors des remontées de boursiers, on est d'accord. Mettons que vous ayez arrêté, vous ayez descendu jusqu'au 500e de vos candidats. Donc vous avez fait le travail de repérage, et vous avez calculé deux choses. Vous avez regardé dans vos 500 premiers, combien il y a quelle est la proportion parmi ces 500-là d'élèves qui correspondent aux critères d'excellence dont j'ai parlé en termes d'intégration dans les meilleures écoles. Est-ce que c'est 20%, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 30%? C'est 30%, vous avez beaucoup de candidats sur 500. Tant mieux pour vous, voilà. Donc, quelle proportion vous avez? Et puis, vous pouvez regarder le point sur la courbe Tessia qui correspond à ça. Donc, voilà, 20%, ça correspond à quelle barre Tessia, quel score, et quel score, c'est intéressant, et puis quel classement. Donc, vous avez une première donnée. N2. Et puis, vous avez une autre chose que vous pouvez regarder, c'est au même point, là, toujours en allant jusqu'au 500e. Entre premier et 500e, quelle est la proportion des candidats futurs excellents qui se retrouvent au-dessus de la barre? Donc mettons, il y a 60 candidats excellents au-dessus de la barre, 40 en dessous. Donc vous avez un taux de rétention de 60%. Si vous faites ça, 80 au-dessus de la barre, 20 en dessous, 80%, là vous avez bien bossé. Voilà. Et vous pouvez aller ensuite regarder à quel niveau il faut taper au niveau du classement pour avoir le même taux de rétention que vous, à l'intérieur de vos 500. Et vous obtenez un deuxième nombre, qu'on appelle N1. Il y a à peu près 3 situations, avec des nuances. La première, c'est que vous avez N1 très voisin de N2. Là, vous êtes aussi performant que Tessia. Alors peut-être que même comme ça, Tessia vous servira, parce que vous avez pris en compte d'autres éléments que Tessia n'a pas vu. Donc la combinaison des deux pourrait faire que vous allez mieux recruter. Alors inversement, si vous avez N2 très nettement inférieur à N1, vous êtes beaucoup mieux que Tessia. Tessia ne vous servira à rien. Pourquoi? Et puis la troisième possibilité, c'est que N2 soit très nettement supérieur à N1. Alors dans ce cas-là, c'est que Tessia a beaucoup mieux recruté que vous. Mieux ou beaucoup mieux recruté que vous. Il a beaucoup mieux détecté, en tout cas sur cette zone de candidats, sur les gens qui vont intégrer ces écoles prestigieuses, il a su beaucoup mieux savoir qui ils étaient. Alors il faut bien sûr reproduire l'étude sur d'autres écoles, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut imaginer que ça, c'est pas réservé à l'ultra-élite des écoles. Vous avez assez naturellement une pertinence du test qui peut-être moins pertinente pour des écoles moins sélectives, mais qui risque de ne pas être nulle. Par exemple, vous voyez bien qu'il y a une différence très sensible de moyenne pour les admis à l'école des Ponts que pour les admis à l'école centrale. De 10 points, c'est beaucoup, sachant que c'est des écoles qui suivent vraiment dans les hiérarchies des élèves. Donc vous pouvez faire ce test, simplement avec les connaissances qu'on a préalables, puisque certains d'entre nous participaient ou participent à des jurys de recrutement, même sans faire l'étude dont je parle, les connaissances qu'on a montrent que d'emblée, on est sûr que pour les formations qui vont classer et appeler un nombre substantiel, une quantité substantielle d'élèves qui sont dans cette haute zone de performance, le résultat du match est absolument sans ambiguïté. Vous avez une surperformance nette et sans bavure de Tessia par rapport à votre classement Parcoursup. Alors maintenant, ça c'est pas une parole d'évangile. Vous recruteurs, je vous invite à faire le test pour vous-même. Et si d'aventure vous revenez en me disant on vous a battu, ou alors même on a fait match nul, eh ben nous, on est honnête, on le dira. Donc voilà, on vous invite aussi, si vous voulez nous communiquer vos résultats, on pourra les garder pour nous. Voilà, simplement, nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est faire un outil qui soit performant. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que ce test fonctionne en termes de prédiction essentiellement comme les études initiales qu'on avait faites nous avaient montré qu'il devait fonctionner.
Si vous vous retrouvez dans la situation 3, ce qui, selon ce qu'on voit, est extrêmement probable, sinon quasi certain, la question maintenant qui se pose, bien sûr, c'est qu'en faire. Sachant que vous avez peut-être un peu bricolé pour les premières éditions, on ne savait pas bien ce que signifiait telle ou telle gamme de résultats. Et à nouveau, je vous ai confronté, bien sûr, à une situation théorique d'école que je ne recommande à personne et qui consiste à dire, on va prendre les yeux fermés sur la base du classement OTSIA, et ça c'est une stupidité intégrale. La question c'est comment est-ce qu'on intègre intelligemment la donnée du résultat OTSIA à l'intérieur du dossier de candidature. Il faut continuer à avoir un œil sur toutes les autres informations qu'on peut tirer du dossier, et que TSIA ne permet pas d'apprécier correctement, mais maintenant avoir une confiance importante sur la signification des notes du TSIA, qui bien sûr doit quand même, dans certains cas, être relativisée par rapport à l'environnement scolaire du candidat. N'hésitez pas à nous contacter en privé, vous savez comment le faire via le site, si vous êtes recruteur, si vous voulez en savoir plus, discuter méthode, nous on est tout à fait intéressés, notre but c'est d'améliorer cet outil, et en tout cas on espère vous avoir convaincu que le TSIA peut vous permettre de recruter vos étudiants avec plus de justesse, pour les mettre dans de meilleures conditions scolaires quand ils seront dans le supérieur, et c'est le plus important, et vous permettre de mieux enseigner aussi, puisque avoir un public plus adapté, évidemment, maximise la qualité de l'enseignement. Voilà, et bien sûr, on va continuer à faire le suivi des générations suivantes, et donc je vous donne rendez-vous pour ça l'année prochaine, pour peut-être des compléments au suivi de cette première promotion, et puis le suivi de la deuxième.